Bonjour à tous, vous avez été nombreux à nous demander mais c'est quoi un ultime focus? Donc je vous propose un exemple au travers mon ultime focus de gynécologie. Donc tout d'abord, les ultimes focus, c'est plus de 20 conférences qu'on vous prépare pour l'année à venir, du mois de janvier jusqu'au mois de mai. 20 dates, ça sera le dimanche après-midi. Il y aura un conférencier Cador qui viendra pendant 4 heures pour la plupart des matières. Il y aura certaines, ce sera 2 heures, mais elles enchaîneront avec une autre matière de 2 heures en direct. Puis vous aurez accès au replay. Vous parlez de sa spécialité, les principaux items dans sa spécialité, ceux qui tombent à l'ECNI, ceux qui sont tombés, ceux qui sont susceptibles de tomber, et il basera bien sûr son argumentaire sur les recommandations de la pratique clinique des différents collèges et de l'HAS. En plus de ça, on fera au travers ça la correction des annales de l'ECNI, des QI et ou les DP pour que vous ayez vraiment conscience de ce qui tombe, de ce qui est tombé, de ce qui peut tomber et de comment il faut y répondre. Qu'est-ce qu'il faut cocher? Qu'est-ce qu'il ne faut pas cocher? Voilà vraiment le clair des ultimes focus. En gynécologie, on a 15 items de gynécologie propres qui vont de la grossesse extra-utérine, de la contraception, de l'aménorrhée, de la grossesse extra-utérine, du VIH, de l'herpès, des IST, etc. Et on a 2 items de médecine de la reproduction, stérilité du couple et assistance médicale à la procréation. C'est ce que je vous traiterai principalement dans l'ultime focus de gynécologie. La cancéro-gynéco, je la laisserai à l'oncologue qui va vous la traiter de manière merveilleuse quelques semaines plus tard. Je baserai bien sûr toutes mes explications et toutes mes informations sur les recommandations officielles qui ont été publiées ces 15 dernières années. Donc, un petit exemple de ce qu'il y a dans l'ultime focus de gynécologie, je vais vous parler par exemple de l'interruption volontaire de grossesse, qui en plus est d'actualité en ce moment. Alors, qu'est-ce que c'est une IVG? C'est une patiente qui malheureusement a une grossesse non désirée et qui souhaite l'interrompre. C'est son choix personnel. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de problème chez le fœtus, ça ne met pas sa santé en jeu. C'est elle qui a choisi de le faire. Donc, Simone Veil a permis que ce soit possible en France depuis 1975, et donc la loi a évolué, continue d'évoluer, et aujourd'hui on peut faire une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Attention, le Parlement vient de voter l'extension jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'aménorrhée, mais ça n'a pas encore été voté au Sénat, il n'y a pas encore le décret d'application. Donc aujourd'hui, on est encore à 14 semaines à suivre ce qui va être dans les semaines qui viennent, puisque c'est annoncé pour janvier. En France, de manière à peu près stable, on est aux alentours de 200-220 000 IVG par an pour à peu près 800 000 naissances. Globalement, en moyenne, on considère que 2 femmes sur 5 feront une IVG au cours de leur vie. Un tiers des femmes qui font une IVG avaient une contraception. C'est un échec, c'est un oubli, et c'est un paradoxe français où on a en fait beaucoup de femmes qui ont une contraception, et malgré tout, on a un taux d'IVG qui reste quand même relativement élevé. Alors la patiente qui vient vous consulter pour une demande d'interruption volontaire de grossesse, à la première consultation, il va falloir enregistrer sa demande, il va falloir confirmer qu'elle est bien enceinte, localiser la grossesse, vérifier qu'elle est bien intra-utérine et dater la grossesse pour être sûr qu'on est bien dans les délais légaux et lui proposer une stratégie médicale ou chirurgicale adaptée. On va informer la patiente qu'elle peut poursuivre sa grossesse si elle le souhaite et qu'elle a des alternatives, qu'elle peut avoir des aides, qu'elle peut accoucher sous X, etc. Et il y aura un délai de réflexion. Je vous en parle dans quelques minutes puisque le délai de réflexion de 7 jours a été abrogé par la loi de 2015, mais on va garder quand même 2 consultations. On va discuter avec elle sur les différentes modalités, médicales, chirurgicales, les bénéfices, les risques de chacune. On va lui dire ce qu'on fait le plus fréquemment dans le centre, mais elle aura son mot à dire et elle pourra choisir soit l'une, soit l'autre. On va lui proposer un entretien avec l'assistante sociale qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé. On va discuter avec elle sur la contraception. Pourquoi elle est tombée enceinte, pourquoi elle n'avait pas de contraception, est-ce que la contraception ne lui convenait pas, et on va lui proposer
autre chose pour éviter la récidive et discuter des IST parce que la patiente, si elle est tombée enceinte, c'est qu'elle a eu un rapport sexuel sans préservatif. Alors si c'est avec son mari parce qu'elle a oublié de prendre sa pilule, c'est pas la peine de lui prescrire toute la batterie d'examens. Maintenant, si c'est avec un partenaire occasionnel où il y a une rupture de préservatif, c'est dans ce cas-là où il va falloir mettre en place tout le dépistage des IST. On va lui proposer un bilan éventuellement préthérapeutique, mais c'est assez rare qu'on en ait réellement besoin pour les IVG chirurgicales, et on va s'enquérir de son groupe Rhésus, parce que si elle est Rhésus négatif, il faudra bien sûr ne pas oublier la prévention de l'alloimmunisation Rhésus par l'injection de gamma-globuline anti-D type Rofilac. L'interruption volontaire de grossesse en France fait l'objet d'une déclaration, ce qui permet donc d'avoir un suivi annuel et de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc il ne faut pas oublier de le déclarer à l'Agence régionale de santé. L'échographie lors de la première consultation est recommandée, elle est fortement encouragée, elle n'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même mieux d'être bien sûr d'avoir une grossesse intra-utérine, parce que prendre les traitements pour une IVG sur une grossesse extra-utérine, ce qui arrive dans 2% des cas, ça marche pas. On va utiliser la longueur crânio-caudale pour dater la grossesse, mais comme on est à plus ou moins 5 jours, la recommandation du collège de 2016 dit qu'on peut aller en fait jusqu'à 14 semaines plus 5 jours. Donc on va utiliser une LCC de 90 mm, un BIP de 30 mm, ce qui correspond à 14 semaines plus 5 jours, donc avec la marge d'erreur des plus ou moins 5 jours. Le délai de réflexion, comme je vous l'ai dit, la loi santé de Marisol Touraine de 2015 a abrogé le délai de 7 jours obligatoire minimal de réflexion, n'empêche qu'on garde quand même 2 consultations. Allez voir sur le site ivg.gouv.fr, voilà la démarche qu'il y avait en 2015, où on avait un délai minimum d'1 semaine entre les 2 consultations, et vous avez la même page aujourd'hui, mais on a toujours 2 consultations, mais pas de délai de réflexion de 7 jours. Mais on garde 2 consultations. Donc, n'oubliez pas, et ça c'est les pièges de l'IVG, qui est une question qui est quand même relativement simple, n'oubliez pas la prévention de l'alloimmunisation Rhésus si la patiente est Rhésus négatif, quel que soit le terme de l'IVG. N'oubliez pas le bilan pré-anesthésique, mais globalement c'est des femmes jeunes qui vont bien, qui n'ont pas trop d'antécédents, donc globalement il y a plutôt rien à faire. N'oubliez pas de parler du dépistage IST si besoin. N'oubliez pas de proposer systématiquement le portage chlamydia qui est recommandé depuis 2019 chez toutes les femmes qui font une demande d'IVG. N'oubliez pas de remettre la patiente dans un circuit de soins et de lui faire un dépistage des dysplasies cervicales selon les nouvelles recommandations en vigueur et discuter avec elle du choix contraceptif. Encore une fois, impliquer la patiente dans le choix de sa contraception, c'est le meilleur moyen d'avoir une observance correcte et une contraception efficace. Chez la mineure, il faut encourager le dialogue avec les parents. Maintenant, si ce n'est pas possible, si elle n'arrive pas à discuter avec ses parents, il va falloir qu'il y ait un tiers majeur référent qui soit avec elle. Donc cette personne devra être là depuis la première consultation jusqu'à la réalisation de l'IVG. Chez la mineure, l'entretien social est obligatoire. Elle doit absolument voir l'assistante sociale et ça fait partie du parcours de la mineure. Si on a des grossesses chez les jeunes filles de moins de 15 ans, se pose la question de est-ce qu'il faut le déclarer au procureur ? C'est une vraie question. Est-ce que ça doit être systématique? Est-ce que ça doit être au cas par cas? En tout cas, enquérez-vous du consentement et de comment s'est passé le rapport sexuel qui a fait qu'elle soit tombée enceinte. Donc, petit rappel sur le dépistage chlamydia. On recommande donc depuis 2018 que toutes les patientes entre 15 et 25 ans bénéficient d'un dépistage annuel du chlamydia par une PCR sur un prélèvement vaginal. Et on peut le rajouter en plus pour les hommes qui ont des facteurs de risque, pour les femmes qui ont plus de 25 ans et qui ont des facteurs de risque, et pour les femmes qui consultent pour une IVG. Voilà. Donc toute femme qui fait une IVG doit bénéficier d'un dépistage du chlamydia par un prélèvement vaginal et une PCR. Donc les techniques pour faire l'IVG, il y en a 2. Il y a soit la technique médicale avec la prise de RU486, la miféphrine, la mifepristone, puis 36-48 heures après, on va prendre du misoprostol, le Gimiso, qui est un utérocontractant, et 15 jours après, à la visite de contrôle, on va faire une échographie pour vérifier qu'elle a bien tout expulsé. Je vous rappelle qu'on ne fait pas d'IVG sans saigner, et on doit expulser un petit caillot. D'accord? Donc s'il ne se passe rien de rien, ça ne va pas se volatiliser tout seul, et la patiente doit reconsulter dans les 48 heures qui suivent la prise de médicaments si c'est rien passé.
La technique chirurgicale, on va faire une préparation cervicale avec du RU 486 et du misoprostol, et on va faire une aspiration au bloc opératoire sous contrôle échographique. Donc le geste, c'est une aspiration. Ne parlez plus de curetage. Le curetage, c'est quand on prend une curette et qu'on gratte l'utérus. C'est fini, ces gestes-là. Il est dangereux, il est pourvoyeur de perforation utérine ou de synéchie. Donc aujourd'hui, avec une aspiration, une petite vacurette, on fait une aspiration et on vérifie que tout est bien parti. Donc, globalement, à moins de 7 semaines d'aménorrhée, on privilégie l'IVG ambulatoire à domicile avec du RU 486 et 36-48 heures après du misoprostol J-miso. Dans le contexte de Covid, l'HAS a permis l'extension jusqu'à 9 semaines, mais c'est une extension transitoire durant le Covid. Ce n'est pas quelque chose d'acté. On verra ce que ça donnera par la suite. Globalement, ça s'est plutôt bien passé durant les premiers confinements, mais on attend de voir pour la suite. À plus de 7 semaines d'aménorrhée, entre 7 et 9 semaines, généralement, on propose aux patientes une IVG médicale en hospitalisation ambulatoire. Elles rentrent le matin, elles sortent le soir. Entre 9 et 12 semaines, une IVG chirurgicale en ambulatoire où elles ne prendront que du misoprostol quelques heures avant le geste pour préparer la dilatation du col. Et entre 12 et 14 semaines, on rajoute de la mifégine 2 jours avant pour vraiment décoller la grossesse et faciliter la dilatation du col avant le geste parce que c'est quand même un petit peu plus difficile de dilater le col. Les risques de l'IVG, ça va être les saignements et les douleurs, que ce soit sur la technique médicale ou chirurgicale, et c'est pour ça qu'on y associe systématiquement des antalgiques. Il peut y avoir l'échec de la méthode, donc la poursuite de la grossesse. Encore une fois, si ça saigne pas, c'est que la grossesse, elle n'est pas partie. Il y a un risque anesthésique pour l'IVG chirurgicale. En dilatant le col, on peut faire une perforation utérine, et que ce soit sur la méthode médicale et ou chirurgicale, on peut avoir une rétention utérine. Cette rétention peut secondairement s'infecter, et donc il peut y avoir une endométrite du post-avortum. Et puis chez ces patientes, malheureusement, elles sont plus à risque de récidiver pour une IVG. La visite post-IVG n'est pas obligatoire, elle n'est pas indispensable, mais elle est fortement recommandée. Elle va se faire 15 à 21 jours plus tard. On recommande de la faire plutôt plus tard, vers 21 jours, ce qui permet à la patiente de vraiment tout évacuer. On va s'enquérir du vécu de la patiente, comment elle est moralement. Est-ce qu'elle a bien saigné? Est-ce qu'elle ne saigne plus? Est-ce qu'elle a eu des douleurs? Est-ce qu'elle n'en a plus? On pourra éventuellement jeter un œil à l'échographie, c'est pas obligatoire, mais si on a une machine d'écho, on va le faire pour vérifier qu'il n'y ait pas de rétention intra-utérine. On discutera avec elle de la contraception, est-ce qu'elle l'a bien débuté ou pas, et puis on va lui proposer une surveillance avec le dépistage des IST, voir les résultats qu'on a eus avec elle, et puis éventuellement les résultats du frottis qu'on a pu lui faire précédemment. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé en QI à l'ECNI sur l'IVG? Il y en a 2 qui sont tombés, les 2 en 2018, un sur l'ECNI normal et un sur le LCD test. Donc les propositions exactes concernant l'IVG en France: une patiente sous tutelle peut-elle réaliser une IVG? Une femme peut demander un anonymat complet pour réaliser une IVG. La pose d'un stérilet est contre-indiquée dans les suites immédiates d'une IVG chirurgicale. Les prostaglandines ne peuvent pas être utilisées en cas de porphyrie héréditaire, et un entretien psychosocial doit systématiquement être effectué avant la réalisation d'une IVG. Donc je vous aurais envoyé toutes ces questions avant pour que vous puissiez les travailler à la maison, et on les corrige. Donc une femme sous tutelle peut demander une IVG, mais il faudra avoir l'accord de sa tutelle bien sûr, et une femme peut demander un anonymat complet pour la réalisation d'une IVG, elle est déjà anonyme. La pose d'un stérilet est possible dans les suites d'une IVG chirurgicale, on peut même le poser au bloc opératoire dans les suites immédiates. Concernant la porphyrie héréditaire, ce n'est pas les prostaglandines qui sont contre-indiquées, c'est la mifégine, et l'entretien psychosocial est systématiquement proposé, mais il n'est pas obligatoire chez la majeure, il est obligatoire chez la mineure. Donc voilà, dans les contre-indications de la mifépristone, on retrouve la porphyrie héréditaire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes concernant l'interruption volontaire de grossesse, les IVG médicamenteuses peuvent être réalisées par des médecins libéraux à partir de 7 semaines d'aménorrhée. Une méthode chirurgicale peut être réalisée à 6 semaines d'aménorrhée. Une IVG est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Une patiente mineure doit être accompagnée par au moins un de ses représentants légaux. Et une prévention de l'alloménisation résus doit être faite quel que soit le terme de réalisation de l'IVG si la patiente est résus négative. Donc, les bonnes réponses.
La méthode chirurgicale peut être réalisée à partir de 6 semaines d'aménorrhée. Elle peut être tout le temps faite, à n'importe quel moment. On peut la faire quand on veut, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est pas ce qu'on recommandera en première intention, mais si la patiente le souhaite, on peut lui faire. L'IVG est possible jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, oui. Aujourd'hui, attendons de voir ce que vote le Sénat, mais aujourd'hui, c'est toujours vrai. Et une patiente mineure doit être accompagnée par au moins l'un de ses représentants légaux, oui, c'est vrai. Mais si ce n'est pas possible, elle doit avoir un tiers majeur qui vient avec elle et qui l'accompagne. La prévention de l'alloimmunisation rhésus doit être faite systématiquement, bien sûr, quel que soit le terme de la grossesse. Et donc, la seule proposition qui était discutable, c'était la A. Les IVG médicamenteuses peuvent être réalisées par des médecins libéraux à partir de 7 semaines. Qu'est-ce qu'on entend par libéraux ? Libéraux, c'est médecins généralistes. Si c'est médecins généralistes en ville, ça va plutôt être... non, c'est jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Mais maintenant, des gynécologues libéraux installés qui bossent en clinique, ils peuvent le faire. Donc, j'ai plutôt joué le jeu de dire qu'on entendait par là les médecins généralistes. Donc, les médecins généralistes peuvent faire les IVG médicamenteuses en ville, à domicile, jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, et pas à partir. Donc, en conclusion, dans l'ultime focus de gynécologie, je vous parlerai donc des 15 items de gynécologie et de la médecine de la reproduction, ceux qui sont tombés en DP et en QI, et bien sûr ceux qui peuvent tomber. On fera le point sur l'ensemble de la matière, les principales maladies, les principales pathologies, avec des rappels physiologiques et de la thérapeutique. Tout ça, ça sera basé sur les conférences de consensus et les recommandations récentes de ces 15 dernières années. On parlera des annales des QI des dernières ECNI. Et donc, vous aurez 4 heures de conférence juste pour vous, pour faire un ultime point, un ultime focus sur la spécialité de la gynécologie. Et je recommencerai la semaine suivante pour l'obstétrique. Voilà. Vous avez tout le programme de toutes les spécialités sur le site et vous pouvez vous inscrire en ligne, conférenceraphaël.com. À bientôt.